Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons Crime. Avant de commencer cette histoire, je voulais vous dire que mon Patreon est créé. Donc, Parlons Crime est maintenant rendu avec un Patreon. Vous avez 3 niveaux d'abonnement si ça vous intéresse. Des vidéos de bonus par mois. On va avoir des vidéos sorties une journée à l'avance pour que ça soit exclusif. Vous puissiez les voir en avance avant qu'ils sortent sur Spotify et YouTube. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mon Patreon, là. Je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Le 18 mai 2012, la police du Michigan va recevoir un appel assez perturbant d'un jeune homme là, qui a l'air assez visiblement en panique. Je vais vous mettre l'appel. Je l'ai en... Elle est disponible sur Internet, donc je vais vous la mettre. Puis si vous voulez skipper l'appel 911, ça dure environ 2 minutes. Donc vous pouvez la skipper, mais je trouve ça assez intéressant là, de voir dans quel état d'esprit la personne était. Puis toutes les personnes impliquées aussi. Donc je vous mets ça. 911, what's your emergency? I've just been shot. What? Who? I've just been shot. Where are you at? Okay, how did you get shot? My grandma shot me. Your grandpa shot you? My grandma. I'm gonna die. So. Okay, we're gonna stay on the phone with me, okay, sir? I'm gonna get help on the way. Okay? Hello? Where were you shot at? Where are you shot? Your chest? Okay, who, are your grandparents still there? No. Where did they go? I don't know. You don't know where they went? They shot you though, right? Yes. Okay, stay on the phone, okay? Okay, I know, we got help on the way, I promise you that, okay? You said it's in your chest? Yes. Okay, did you get some kind of, can you walk or are you sitting? I'm sitting. Okay, I don't want you to move. Okay, just keep on breathing. Okay, and it just happened? Are you there? Well, keep talking to me. Are you there? Well. Can you keep talking? Keep talking to me? Are you there, sir? Sir? Hello? Someone wants to with something. He's not talking to me right now. No, I heard someone, but I don't know if it's him or not. Sir? Hello? Are you there? I got shot again. Oh, you got shot again? Are they still there? Please help. I just want to Hello? Donc là, vous devez sûrement vous demander un petit peu plus c'est qui l'homme en panique qui appelle la police pour dire que ses grands-parents lui ont tiré dessus. Donc je vais vous expliquer un peu la famille, qui c'est, puis tout, puis après ça, on va plonger dans l'histoire. Jonathan Hoffman, il a 17 ans, puis il vit présentement dans le Michigan là, avec ses grands-parents qui s'appellent Sandra et Fred Lane. Ses parents à Jonathan, ils ont divorcé en 2008, puis le père à Jonathan, il a déménagé en Arizona où toute la famille s'est finalement installée là, pour rester proches l'un de l'autre. Leur vie en Arizona, elle a été bouleversée lorsque la sœur de Jonathan, Jessica, elle a eu là, une tumeur au cerveau. Donc, la mère de Jonathan, qui se prénomme Jennifer, elle devait se concentrer sur la guérison de sa fille. Elle a donc pris les mesures nécessaires pour que son fils puisse terminer l'école en habitant chez ses grands-parents durant que sa sœur combat son cancer. Puis, Jonathan, il était à sa dernière année d'école là, à Farmington. À l'arrivée des policiers à la maison, ils ont entendu plusieurs coups de feu à l'intérieur. Il y a au moins 4 autres coups de feu qui ont été tirés avec une arme de poing de calibre .40 qui avait été tirée là, sur Jonathan Hoffman. Lorsque les policiers sont entrés, Sandra se trouvait à l'intérieur, derrière une porte. Elle a posé l'arme par terre après avoir reçu l'ordre là, des policiers. Après ça, Sandra s'est mise à crier qu'elle venait là, de tuer son petit-fils. Le grand-père de Jonathan, Fred Lane, est arrivé un petit peu plus tard à la résidence, puis il a été choqué de voir tous les policiers, là,
Il dit, lui, que sa femme Sandra lui avait demandé d'aller promener leur chien un petit peu plus tôt cette journée-là, puis il ignorait même que sa femme a possédé une arme à feu, là. La police était déjà intervenue en mars suite là, à une altercation au domicile de Sandra. Le policier qui est intervenu en mars, il a dit que Jonathan il était totalement incontrôlable dans la rue, qu'il était désobligeant vers sa grand-mère, il hurlait, il faisait que crier, puis il a fallu même se battre là, avec les policiers qui étaient sur les lieux. Sandra Allen a déclaré avoir acheté son arme pour se protéger parce que Jonathan il ramenait parfois des inconnus tard le soir à la maison. Elle a expliqué s'être sentie menacée puis avoir tiré sur Jonathan en état de légitime défense après qu'il lui ait réclamé sa voiture et 2000 $ pour pouvoir quitter l'État. En raison de son âge, Sandra a été tout de suite amenée à l'hôpital pour observation. Rendue sur place, elle a déclaré à la police que Jonathan ne lui avait pas fait de mal. Sandra a expliqué aux enquêteurs que les agissements de son petit-fils l'avaient poussé à acheter une arme pour sa propre sécurité car elle avait peur de lui. Sandra elle a été admise au poste de police, puis avant de poursuivre son entretien avec les enquêteurs, elle a fait appel à son avocat, Jerry Sabota. Elle a modifié sa version des faits, puis elle a plaidé légitime défense. Son récit a changé par rapport à celui qu'elle a dit à l'hôpital. Elle déclare maintenant qu'il y avait eu une sorte de conflit qui aurait dégénéré. Elle a ensuite affirmé que Jonathan l'avait menacée et lui avait donné des coups de pied dans l'abdomen. Elle avait peur pour sa vie, alors elle a pris l'arme. Mais l'affirmation de Sandra que ça a été en état de légitime défense, ça a incité comme la police à examiner les preuves sous un nouvel angle. Sandra présentait aucune égratignure ni échymose qui indiquait une altercation là, avec son petit-fils. Les policiers et les enquêteurs ils ont bien évidemment dû fouiller le passé de Jonathan et de Sandra. Donc, ils ont dû voir les arrestations qu'ils ont eues, s'ils ont des casiers judiciaires, s'ils ont eu quoi que ce soit, là. Après avoir appris la consommation de drogue de Jonathan, les enquêteurs ils ont découvert qu'il y avait un casier judiciaire. Il avait été arrêté là, quand il conduisait en voiture, puis il a été trouvé en possession de marijuana. Alors qu'il était en liberté surveillé pour cette infraction-là, il a été arrêté puis trouvé en possession d'Adderall, ce qui a fait en sorte que l'image de Jonathan est devenue comme un enfant perturbé. Puis ça a aussi renforcé les déclarations de sa grand-mère, là, comme quoi il était violent puis qu'il prenait de la drogue et tout. Sandra affirme que son petit-fils était un enfant colérique, mais la mère de Jonathan, Jennifer, elle a parlé aux enquêteurs de sa famille assez dysfonctionnelle, là. Elle a déclaré que sa mère, Sandra, était quelqu'un qui aimait beaucoup se quereller, était très autoritaire et violente physiquement, là. Puis elle a ajouté que son père avait quitté la maison puis il était jamais revenu là, à cause de ça. La situation s'était temporairement améliorée jusqu'à ce que Sandra se soit remariée. Mais quand Jennifer a eu des enfants, les disputes ont recommencé, là. Donc, je vous amène au 22 mai 2012, donc 4 jours après le meurtre. Sandra Lane, 74 ans, a été inculpée de meurtre après avoir tiré dans la poitrine de Jonathan lorsqu'il était au téléphone avec les secours. Sandra Lane n'a absolument rien dit lors de la lecture de l'acte d'accusation. Elle a une accusation de meurtre qui va permettre au jury de décider si c'est une accusation au premier ou au second degré après avoir entendu là, toutes les preuves. Les avocats de Sandra ont déclaré qu'il y avait des problèmes dans la maison familiale puis qu'elle avait peur de Jonathan. Un de ses avocats, Michel Rebetwer, je crois, a déclaré aux journalistes que la drogue et du matériel de consommation appartenant à Jonathan avaient été retrouvés dans la maison après son meurtre. Il y a une fouille de la scène de crime qui a révélé des traces de sang à plusieurs endroits de la maison qui étaient de 3 étages. Il y a 10 douilles qui étaient éparpillées dans toute la maison. Les enquêteurs ont examiné le casier judiciaire de Sandra. Ils ont découvert qu'elle ne correspondait pas au profil d'une tueuse qui était institutrice à l'école puis qui faisait du bénévolat. Selon moi, c'est pas parce que t'es une institutrice puis que tu fais du bénévolat que ça correspond pas au profil d'une tueuse, mais bon. Eux, c'est ce qu'ils disent. Donc, l'accusation et la défense se sont concentrés sur l'appel de Jonathan au 911 qui a été passé le jour du meurtre. Il déclare dans cet appel-là avoir été touché par balle. Près de 3 minutes plus tard, il a été de nouveau tiré. L'accusation estime que Sandra a eu le temps de réfléchir avant de lui tirer dessus là, à nouveau. Puis la défense affirme que Jonathan, blessé, pouvait encore constituer une menace quand même.
Dans l'appel, on pourrait entendre, ils disent qu'on entend Sandra dire à Jonathan qu'elle allait lui chercher de l'eau. On n'a pas ce bout-là là, de l'audio. La défense a dit que ça montrait le fait qu'elle veuille lui apporter de l'eau, ça démontrait qu'elle aimait son petit-fils puis qu'elle voulait pas qu'il y ait de fusillade, là, finalement. L'autopsie a confirmé que Jonathan était décédé des suites de plusieurs coups de feu. Le décès a donc été qualifié d'homicide. Le rapport toxicologique a apporté un nouvel éclairage sur l'affaire. Les analyses de laboratoire ont montré que Jonathan consommait du cannabis synthétique appelé Spice ou K2. Sandra savait qu'il consommait du Spice. Elle a eu des conversations avec l'agent de probation de Jonathan parce qu'elle avait peur de son comportement, là, selon la défense, avant les événements. J'ai trouvé des vidéos de la cour quand que les jurés veulent en savoir un petit peu plus sur l'affaire, donc je vais vous montrer 2 petites vidéos. Ça dure en tout environ 2 minutes, là, donc juste à skipper si vous voulez pas les voir, sinon sont toutes disponibles sur Internet. Mais je trouvais ça important de les mettre pour que vous voyez là, Sandra, comment qu'elle parle, comment qu'elle agit et tout. Donc je vous mets ça maintenant. You told him that you were fearful of the friends, right? And you had told him that you were fearful to the point that you wanted the jewelry to be hidden, yes? Yes. Okay. And you're bringing a gun into your house, yes? Yes. A gun is a dangerous weapon, yes? Yes. A gun, can cause great bodily harm, yes? Yes. A gun, can kill, yes? So, of course, you tell your husband, I bought a gun, yes? Yeah. You tell your husband, I have a gun in the house, yes? Yeah. Had no injuries to your face, correct? I have no idea. You have no idea. Your lipstick, in fact, wasn't even smudged, was it? How would I know? Some of the most interesting questions today came from jurors who wanted to know why Sandra Lane thought arming herself with a gun would calm down her grandson, who she says at that point had not hit her, but was yelling about his failed drug tests and fearing going to jail. Why did you think the gun was going to calm him down? That's just what I thought. I don't know why. I didn't know what to do. I just didn't know what to do. And jurors wanted to know more about Sandra Lane's claim that her grandson was chasing her after she shot him. How did there come to be shots in the master bedroom and the kitchen, along with Jonathan's blood? Were you chasing him, or was he chasing you? I was being chased. And I don't know how. I don't recall. It's terrible that I don't remember. Sandra Lane never called 911 or ran out of her condo for help. She says she went to the basement to hide from Jonathan after she had shot him at least once, then went back upstairs with her gun to check on him. She said he grabbed her, and so she shot him again. Why didn't you call 911 after you went to the basement? When I was in the basement, all I was thinking of is I had to hide. I was terrified. Donc, maintenant, le 18 avril 2013, Sandra Lane elle a été condamnée à une peine de 22 à 40 ans de prison. Elle a été reconnue coupable de meurtre au 2e degré pour la mort de son petit-fils Jonathan Hoffman, qui a été touché par 6 balles, dont 2 dans le dos. Les jurés ont rejeté son argument de légitime défense. Ils ont aussi pu écouter l'enregistrement de l'appel au 911 au cours desquels Jonathan expliquait qu'il avait été touché par sa grand-mère puis qu'il allait mourir. Même si les enquêteurs avaient précédemment déclaré avoir trouvé 8 blessures par balle sur son corps, les procureurs ont déclaré dans les plaidoiries finales qu'il en avait reçu 10 en réalité. Les directives de détermination de la peine prévoyaient une peine de 12 à 20 ans pour Sandra Lane, plus 2 ans pour infraction relative aux armes à feu. Mais la juge Denise Langford Morris a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour alourdir la peine de 22 à 40 ans. Durant le plaidoyer de culpabilité, la juge a demandé à plusieurs reprises à Sandra pourquoi qu'elle avait continué à lui tirer dessus. Dans une longue déclaration, Sandra Lane s'est excusée pour la mort de Jonathan, mais a déclaré que ses parents auraient dû être plus responsables de lui après qu'il ait commencé à consommer de la drogue et qu'il soit devenu violent.
Elle a déclaré en pleurant là, qu'elle ne voulait pas mourir en prison. Je vous passe la vidéo de cet extrait. I don't know what else to say. I just don't know. I don't want to die in jail or prison. Like, I don't know what, in my life in prison. I'm so sorry. I apologize to everybody. Oh, God. Mais Jennifer Hoffman, la fille de Sandra, elle voulait que Sandra ait la peine maximale en déclarant au tribunal que sa mère était une pure malédiction. Puis elle a affiché là, un gros sourire, puis elle a levé le pouce au moment de la condamnation de sa mère. Elle a ensuite déclaré aux journalistes que sa mère était une narcissique et une menteuse invétérée. J'ai la vidéo de de Jennifer, là, quand on voit le résultat de l'audience. Je vous la passe. If you really felt so violated and so afraid and a need to shoot, why did you keep shooting him on the charge of homicide, second-degree murder, that you served 20 to 40 years in the state prison of Michigan? Jonathan's mother clearly happy with the decision and made bold statements. Mais là, l'autre avocat de Sandra Lane, Jérôme Sabota, il a déclaré après l'audience qu'il comptait faire appel. Il a dit que c'est une condamnation à mort pour elle puis qu'elle ne mérite pas de mourir en prison. Par contre, le 15 octobre 2014, la Cour d'appel du Michigan a confirmé la condamnation pour meurtre et ont rejeté la demande d'appel de Sandra. Elle a déclaré que ses droits avaient été violés lorsqu'un juge lui a interdit de présenter certains propos du Jonathan Hoffman à la Cour. Sandra affirme que ses propos étaient menaçants, puis ça aurait pu étayer sa demande de légitime défense, mais la Cour d'appel a rejeté cet argument-là aussi. There was no self-defense. She went up there with a gun. She went up there to confront him. She went up there to prevent him from leaving. It's clear murder, and that's what the jury found. I've been saying it all along. We can't do anything that she hasn't already done to herself, really, because she punishes herself every day. The legal system did what the legal system does. The jury felt that it wasn't appropriate self-defense. They felt obviously it wasn't premeditated because they found her guilty of second-degree murder. Pretty torn. It's really hard to comprehend that your own mother could do something like this to your own child. And I just know that my son is in heaven, and that's a place that she'll never see. Sandra Lane est maintenant âgée d'environ 86 ans, puis elle purge sa peine à l'établissement correctionnel pour femmes de Huron Valley, dans le Michigan. Puis sa première date fixée pour la libération conditionnelle est en 2034. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est moins longue que les dernières, là. J'essaie de vous en préparer des longues, mais celle-là, je voulais en parler quand même si elle était assez courte. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager avec les gens qui aiment les podcasts de True Crime. Pour mon Patreon, toute l'information va être en description de cette vidéo-là. Puis pour ceux qui veulent s'abonner, vous avez juste à le faire. Puis un gros merci d'être là. Je voulais aussi prendre un petit 30 secondes pour remercier tout le monde qui m'écoute. Je sais que je le dis souvent, mais je suis vraiment contente que le monde prenne le temps de m'écouter et tout, parce que c'est grâce à vous que tout ça prend forme. Puis on se revoit lundi prochain pour ceux qui prennent les Patreons pour les vidéos exclusives. Sinon, on se voit mardi prochain. Merci, bye bye.